Alors, les papiers de Panama continuent à faire parler beaucoup de milieux feutrés du monde, en commençant par les États-Unis, accessoirement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont épinglées, moins encore des hommes politiques, l'Europe, l'Afrique surtout. Oui, beaucoup de pays du Sud apparemment planquent de l'argent du côté de l'île Caïman et du Panama. Mais le système financier international est connu aussi par tous ces gens. Et pourquoi ils ne le ferment pas? Parce que toutes les déclarations depuis belle lurette parlent toujours d'assainissement des finances internationales. On va voir si c'est une blague de plus, parce que à chaque fois on nous sort des scandales qui n'aboutissent jamais. Edom Kodjo, oui, il est déjà à Kinshasa après avoir consulté tout le monde. Il est parti à New York. Il a eu maintenant le soutien quasi de tout le monde, la caution de tout le monde. Il est venu comme à la fois facilitateur, mais celui par lequel passera les doléances. Caméré, Félix Tshisekedi, oui, le petit incident s'est passé à l'aéroport où un de ses militants a cogné la barrière, il a payé au passage, c'est déjà clos. Oui, tout le monde est à Kinshasa pour pouvoir participer ou pas, directement ou indirectement au dialogue. On va en parler tout à l'heure avec les journalistes déjà en plateau. C'est le club, bienvenue. Et la majorité a fait semblant comme si elle avait été élue. Quand vous allez en France et en Belgique, on vous traite de noir. Et pourquoi quand ils viennent ici, on ne peut pas les... Et après, c'est mal la décision. Oui, pourquoi elle n'est pas la même? Club 50, c'est le rendez-vous des grandes signatures, les grosses pointures de la presse en République démocratique du Congo, pour décortiquer, analyser l'actualité de la semaine, afin de permettre aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Alors, si vous ne voulez pas rater l'essentiel de l'actualité en RDC, rejoignez-nous au club chaque samedi 18h. C'est le Club 50. Et la majorité a fait Oui, le club, déjà en direct depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux et contents de vous savoir nombreux, parce que chaque semaine, nous recevons énormément de vos appels, de vos messages, d'encouragement, des remarques aussi, beaucoup de questions qui sont souvent posées à nos intervenants. Oui, Paul Diaké s'en trouve souvent en ce qui les concerne, parce que semble-t-il c'est un franc-tireur, le vieux Diana aussi. Aujourd'hui, nous allons encore une fois assister aux chassés-croisés, pour ne pas dire aux échanges musclés entre les deux. John Omumbo, il est lui internationaliste, et John Kitenge, lui, journaliste qui s'installe. Voici maintenant votre club avec les grosses têtes de Kinshasa. Paul Diakessé, d'abord bienvenue. Merci de l'invitation. On vous présente comme étant un journaliste indépendant, mais vos amis d'Allemagne, que j'ai lu tout à l'heure, disent il n'a qu'à dire qu'il est pour l'opposition. Pourquoi il dit tout le temps qu'il est indépendant, alors que quand il prend ses prises de position, c'est toujours anti-pouvoir? Moi, je pense que... Ça doit être un militant du PPRD, ça. Hein? Mes propos n'engagent que moi. Ce qu'eux pensent de mes propos n'engage que... Ah bon? Oui. Ça doit être un militant, ça, qui dit ça. Je ne peux jamais interpréter à leur place ce que moi j'ai dit, et vice-versa. Bon, je pense que l'indépendance ici, ce n'est pas par rapport à la cause défendue politique. L'indépendance, c'est par rapport au journalisme. Moi, je défends un journalisme franc, libre et indépendant. Voilà. Tant mieux. Alors, je parlais de John Omumbo, spécialiste en politique extérieure. Oui. On va beaucoup parler de politique extérieure dans cette émission, parce que le scandale qu'on présente maintenant, je viens d'assister ce soir en Russie à la réplique du Kremlin, qui dit que c'est la CIA qui a monté tout ça pour embrouiller les gens, alors qu'à Paris, François Hollande a demandé à un de ses conseillers de démissionner, parce que, encore une fois, comme Kazak, il a été épinglé, mais la famille Le Pen en entier ne se dit pas concernée. Bon, ça, c'est un peu l'actualité franco-française. Tout à fait. Paul Kitenge, plutôt John Kitenge, journaliste Kin 24, c'est un peu le Benjamin qui monte. On a dit la fois dernière que vous étiez un peu timoré en ce qui concerne la défense de Moïse Katumbi. Vous étiez timoré. Non, c'est tout à fait normal, parce que je ne suis pas un katumbiste, je ne suis pas l'avocat des Katumbi sur ces plateaux. J'essayais d'analyser une question d'actualité. Oui, surtout maintenant que Kamer est de retour, lui qui a parlé des Katumbi pas consistants
sur France, oui, sur TV5. Non, Il a demandé à ses amis de se ressaisir parce ils sont partis vite en besogne. Jean-Marc Kassamba, il ne faut pas mal interpréter les propos de Caméré. Je trouve que c'est des bonnes guerres. Ça Comment fait des bonnes partie guerres? de la vivacité de la démocratie congolaise. La compétition est ouverte. D'ici là, les masques vont tomber. Et c'est ça même la beauté de la démocratie. Ah bon? Mais pourquoi de qualifier les autres de ne pas consistants? C'est son point de vue. Joachim Diam, l'éditeur du journal La Colombe, on vous dit aussi très très franc dans votre façon de dire, parce que quelqu'un m'a dit, est-ce que il est militant ou il est journaliste? Parce que quand il affirme des choses, on a l'impression qu'il maîtrise le Congo dans sa poche. Oui, tout à fait. J'ai une expérience de plus de 30 ans dans ce métier. J'ai un background. Et quand je dis les choses, je les dis sincèrement, sauf si les gens peuvent me contredire. Je pense que dans un pays où les gens font la politique avec des masques pour attendre que les masques tombent, il faut dire la vérité pour que les gens ne se masquent plus. Il faut dire la vérité. Vous avez entendu, bientôt les masques vont tomber. Les gens sont entrés sur scène. Pourquoi je dis toujours, on est sur une scène de théâtre? Alors, il faut rappeler aux gens que vous n'êtes que des acteurs, mais en réalité, votre propre réalité, ce n'est pas celle que vous présentez. Ah bah, justement, avant qu'on puisse commencer de parler des Panama Papers, parce que ces papiers de Panama, bon, il y a un peu de tout dedans, c'est, comment dire, c'est ping-pong là, entre Caméré sur France, TV5, et puis Katumbi sur RFI. Caméré dit pas de candidature spontanée, trop prématurée, il faut d'abord un calendrier. Katumbi dit non, moi je suis en train de consulter tout le monde pour avoir un seul candidat maintenant parce que j'ai de la bouteille et que j'ai géré les Katanga d'une manière offensive. Je pense que Jean-Marc, nous devons éviter ces tableaux polémistes. C'est pas polémiste, on essaie de comprendre. Vous m'avez posé la question, laissez-moi étaler ma bêtise. Je vous en prie. C'est à vous d'écouter combien j'aurais. Je disais qu'il faut éviter d'entrer dans ces tableaux polémistes des Quinois, Vitaïmana, Jubé, Ouera, etc. Je crois que le niveau que nous représentons, ce que nous sommes, il faut toujours éviter de citer les noms des gens, parce que nous risquons de faire des fausses publicités, donner l'impression que ce sont des super-hommes, ce sont des incontournables, alors qu'au fond, il n'y en a pas, parce que vous savez, beaucoup de gens promettent monts et merveilles, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose. Moi, ce qui m'intéresse dans votre question, c'est par rapport à ce que vous avez dit à Chitenge à propos de Moïse Katumbi. Oui. Moi-même, voilà, je cite encore son nom. Mais j'ai cité son nom parce que ça fait l'objet de l'émission de la fois passée. Alors, j'ai beaucoup aimé le discours tenu sur ce plateau. Sauf que j'ai voulu que la porte puisse être ouverte à beaucoup plus grand, notamment. Moi, j'estime, Jean-Marie, d'abord, on ne peut pas claironner parce qu'un Congolais a postulé comme président, même s'il fait un effort pour... Oui, même s'il fait un effort pour ne pas... Ok, d'accord. Parce que nous sommes là à l'époque où le professeur Ngoma Ngambu était fouetté au Kanchati parce qu'il s'est proclamé candidat par rapport à Mobutu. Aujourd'hui, n'importe qui, même ma fille, peut se dire je suis candidat président. Donc non, la question, c'est pas ça, Paul de Kessé. Non, vous êtes en train de la fuir, et ceux qui nous suivent, ils vous écoutent. Je viens. Je vous ai posé la question, oui, les ping-pong entre... Parce que, rappelons quand même que Caméré avait demandé à l'époque, plutôt Moïse Katumbi avait demandé à l'époque qu'il y ait des primaires à l'opposition. Caméré avait dit non, c'est pas bon. Ensuite, Caméré lui-même a dit non, il faut d'abord qu'on aille arracher le calendrier. Katumbi a dit non, ce qui nous intéresse, c'est les élections entreprises cette année. Alors, patatras, le G7 dit non, c'est Katumbi notre candidat. Caméré dit non. Nous sommes en plein jeu politique. D'abord, j'aimerais vous dire, Jean-Marie, que l'annonce de la candidature ou l'hésitation ou l'annonce prématurée de la candidature de Moïse Katumbi est une mauvaise nouvelle. Pour qui? Pour l'opposition, mais aussi pour la majorité. Pour l'opposition, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? C'est prématuré. Ce n'était pas le moment où l'opposition... Parce que le congrès de l'UDPS annonce déjà la candidature confirmée de Tshisekedi. Non, l'UDPS, il faut pas...
l'UDPS ne peut jamais être dans la logique des candidatures, parce que l'UDPS est un candidat naturel, on ne le discute pas. Mais je voulais seulement revenir. Une mauvaise nouvelle pour l'opposition, pourquoi? Parce que, est-ce que vous rendez compte que Moïse venait à peine de quitter la majorité? Ce qu'il a trouvé dans l'opposition, ceux qui sont là depuis 2006, même avant 2006, ils sont là comme opposants. Et ils combattaient aussi Moïse Katumbi dans la majorité. Oui. N'oubliez pas le diatribe entre Mouyambo, même si lui également, son arrivée est tardive dans l'opposition. Maintenant, en vertu de quoi, lui qui vient dans l'opposition peut se targuer ses droits. C'est ce qu'ils disent ces gens. Écoutez, déballer pour moi les tapis rouges, c'est moi qui suis candidat. Et pourtant, il y a déjà des Fayoulou qui se déclarent candidats, des Kaméré. Et Matungulu. Tout à fait. Donc, je crois que là, si vous avez bien suivi même sa réponse, même s'il disait que je prends acte, c'est une acceptation tacite, oui. Mais il est un peu prudent parce qu'il se rend compte que j'étais allé un peu trop loin. Alors, aussi pour l'opposition, le combat, ce n'est pas aujourd'hui pour l'opposition qui sera candidat. Parce que d'abord, est-ce que les élections auront-elles lieu ou pas? C'est ça le combat. Est-ce que le glissement aura-t-il lieu ou pas? Alors, si vous divergez le combat, ça risque de faire un flop. Et ne vous en faites pas, l'annonce de la candidature de Moïse Katumbi, la majorité s'en délecte. Parce que maintenant, ça a jeté le pavé dans la mare du côté opposition. Puisque le tandem, vous avez parlé d'un tandem qui ne marchait plus, parce que l'un et l'autre veut être candidat. On veut un candidat unique, on veut un seul candidat. Est-ce que c'est possible dans l'opposition où on trouve des libéraux, des nationalistes? Donc nous sommes encore très loin d'un candidat unique à l'opposition. Et à cette allure, Jean-Marie, l'opposition aura des difficultés à aligner un seul candidat. C'est que si la majorité alignait même un petit bébé avec un seul tour, la majorité gagnera les élections. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour l'opposition. Ça va plus diviser l'opposition que ça me Alors justement, je repose la question. Une mauvaise nouvelle pour la majorité. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est une mauvaise nouvelle pour l'opposition, mais aussi pour la majorité. J'ajouterai encore pour l'opposition parce que nous devons cesser cette habitude de lire des individus. Il faut qu'on lise les programmes. Faudra-t-il que l'opposition se mette ensemble pour un programme? Mauvaise nouvelle pour la majorité, pourquoi? Parce que je me rends compte que la majorité jusque-là n'a pas encore son pion, ou la majorité hésite. Les ambitions hésitent de se prononcer par rapport à celui qui est en place, qui n'a pas encore montré toutes ses couleurs. Deuxièmement, certainement que dans la majorité, il y avait de ceux-là qui voyaient en Katumbi un dauphin, probable, certainement. Mais puisqu'on approche des élections et que celui qui est là ne se prononçait pas, peut-être que c'est la raison pour laquelle il avait jeté le pont du PPRD. J'ajouterai aussi du fait qu'il soit Katangé. Katangé qui est un vivier fondamental, un vivier politique pour le chef de l'État. Moïse Katumbi candidat, ça va diviser une bonne partie du Katanga. Quand on sait qu'en 2006, puis en 2011, Kabila fait ses meilleurs scores au Katanga. On a vu même des circonscriptions où le nombre de votants était plus que le nombre des inscrits. Ce n'est pas John qui peut me contredire. Alors j'allais terminer en disant simplement que ce n'est pas le moment de candidature. Je crois que c'est prématuré. Et c'est comme si quelqu'un me disait, ou moi je me disais, est-ce que le G7 n'a pas reçu pour mission de diviser l'opposition et de l'anéantir? Alors vous êtes dans la police des suspicions maintenant des G7. Ce sont des hypothèses, nous spéculons. Oui, là vous suspectez. Justement, c'est la question que je pose à John Komumbo, parce que lui, il aurait dit déjà depuis bien longtemps que ce G7, leur patron, le vrai, c'est Katumbi. Et finalement, le patron est sorti du bois et certains disent non, ils sont là seulement pour lui soutirer un peu d'argent. Quand ça va diminuer, ils vont se calmer. Ben, je crois que j'avais déjà dit ça quand ils sont partis. Je voudrais donner quelques précisions ici. La première, c'est que à l'époque, lorsque nous disions que les vrais ennemis de l'autorité morale de la majorité étaient au sein de la majorité, je crois que personne ne pouvait nous croire. Et à un certain moment, on ne se sentait même pas en sécurité parce que, bon, tu reçois des coups de fil par-ci, par-là. Mais pourquoi tu as dit? Mais nous disons qu'ils sont au sein de la majorité. La preuve, c'est que ceux qui sont partis, les 7 là, n'étaient pas
n'importe qui au sein de la majorité. C'était des piliers du bureau politique. Des hautes personnalités. Regardez le parcours de Charles Mwando Ntimba, ministre des Transports, ministre de la Défense, vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été même informateur. Ça veut dire que c'était parmi les hommes de confiance du régime. Le conseiller spécial en matière de sécurité, le ministre du Plan avec tout. Et puis Christophe Lutundula qui était aussi, vous savez, c'est un cerveau, c'est un cerveau, un éminent juriste, un grand constitutionnaliste. Et, ils sont partis. Je pense qu'Ndoun Bonongue, c'est des grands. Je pense qu'il fallait considérer ce Mais départ. pourquoi, vous allez continuer à parler, pourquoi autant de gens, ils jettent un dévolu, avec tout le respect qu'on lui doit à Moïse Katumbi, mais il n'a pas le background de tous ces gens. Non, le problème c'est que moi je ne présente pas ces gens comme des diables. Parce que nous sommes en politique, la politique c'est un problème d'intérêt. À un certain niveau, lorsque par exemple vous êtes dans un regroupement politique comme la majorité présidentielle et qu'il n'y a pas un cadre assez approprié pour ouvrir un débat sur des questions, il faut créer le dialogue, il faut créer le débat au sein d'un regroupement politique. La contradiction, accepter également certaines vérités. Mais lorsque moi je trouve par exemple que mon intérêt n'est pas garanti, il est tout à fait normal que je parte. Ils sont partis. Il ne faut pas se plaindre. Chez moi au village, on me dit un homme ne peut pas pleurer, un homme ne pleure pas, un homme ne se plaint pas. Quand il y a un problème, il faut assumer, il faut prendre des mesures. Le G7 est parti. Le regroupement politique désigne aujourd'hui Moïse Katumbi comme son candidat à la présidentielle. On lui a demandé de se présenter. Est-ce qu'il est interdit à un regroupement politique de le faire? Je ne pense pas. Parce que d'ailleurs, la loi reste muette sur cette disposition, en fait. Parce que quand vous lisez la loi électorale, il y a une période où on ouvre les bureaux pour recevoir les candidatures. Ça, c'est maintenant une sorte de déclaration, et ça c'est formel. Mais Paul dit mais l'annonce, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, l'annonce de la candidature, ce qui n'est pas interdit par la loi, je pense qu'on ne peut pas non plus interdire ce qui n'est pas interdit par la loi. Si la loi ne l'interdit pas, la loi ne le dit pas clairement, la loi ne prévoit nulle part où on parle d'une période bien prévue pour l'annonce des candidatures. Ça peut faire la stratégie de campagne d'un regroupement politique. Mais je dis, est-ce que la majorité doit nécessairement aussi désigner sa candidature parce que l'opposition l'a fait? Là, je dis également non. Tout dépend de la stratégie de la majorité. Et de l'opportunité. De l'opportunité. Et aussi, ils estiment que c'est leur candidature. Alors, Moïse Katumbi, et puis... je vous ai posé pédigré. Non, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, oui, c'est un élément ping-pong. important. Oui. Généralement, quand moi je fais mes analyses, je ne souhaite pas revenir sur des individus parce que quand on touche aux individus, c'est la subjectivité. Chacun a ses lunettes, il a sa manière de percevoir les choses. Mais quand on interroge l'histoire entre les deux personnalités, même au sein de la majorité, ils n'ont pas eu des bonnes relations. Ça, ce n'étaient pas des grands amis. Non, ce n'étaient pas des grands amis. Déjà en 2010, il y a eu des... Je me souviens lorsque Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, arrive au Katanga. Moi, je suis là. Moïse, gouverneur, le jour il a fait une démonstration des forces avec les engins qu'il y avait pour reconstruire le Katanga. Le Katanga qui a acquis sur fonds propres tout ce qu'on a vu comme engin. Je pense que nous savons l'ambiance qui a régné pendant ces moments-là avec Katumbi. On a eu Katumbi, on a eu Kamerhe. Oui, lorsque Vital Kamerhe quitte la majorité, Jean-Marie Kassamba, je connais, il y a même une interview que Moïse a accordée à Télé 50 par votre canal. Je me souviens encore de cette image et je sais le conseil que Moïse Katumbi donnait à Vital Kamerhe. Et je connais comment ça se passe. Bon alors, est-ce que la division au sein de l'opposition peut profiter à quelqu'un? Oui, ça peut profiter à la majorité et ça fait partie de la politique. Donc on ne va pas se voiler la face. Ils sont dans la logique de la conquête du pouvoir. Est-ce qu'ils vont arriver à se mettre d'accord pour avoir un candidat unique? Ça peut être une bonne chose. Comme ça n'a pas été le cas en 2000, ça n'a pas été le cas, je pense que 2006, la majorité ne peut que se réjouir de ça. Bon, alors justement, l'homme qui maîtrise l'histoire, Joachim Diana, lorsqu'on écoute là, les ping-pong entre Kamerhe, Katumbi, comme qui dirait les poids lourds du G7 qui ont trouvé que les Russes sortiraient que par Kamerhe, par Katumbi,
Pour vous, c'est comment? C'est quoi? Moi, ça ne me surprend pas. John a affleuré un peu les relations avec ces gens-là, mais en fait, les relations au sein de l'opposition. Déjà en 2006, lorsque les gens à l'opposition cherchent à avoir une candidature unique, mais je me dis, mais ça c'est illusoire. 33 candidats à l'époque. C'était impossible, parce que déjà à Sun City, lorsque le facilitateur leur demande, il dit, j'ai un interlocuteur, Massire, j'ai un interlocuteur pour la majorité présidentielle, pour la composante gouvernement. J'ai un interlocuteur pour l'opposition. La société civile s'est mise ensemble pour trouver un coordinateur qui était le ministre actuel Bahati. Oui. Mais les gens de l'opposition ont refusé. Ils ont dit, nous, chaque chef de parti, chef de délégation est interlocuteur du facilitateur. Déjà, ne fût-ce que pour trouver quelqu'un qui pouvait être l'interface avec le facilitateur. Ils ont refusé. Donc l'opposition, c'était déjà la tour de Babel à ce moment-là. Alors, sortant de là, avec cet accord, qu'ils se mettent d'accord, je ne vois pas d'où devrait venir le miracle. De même, dans le 1+4 déjà, il y en a qui étaient là-dedans, le MLC, l'UDPS était en dehors. Oui. Donc je ne voyais pas comment en 2011, ils pouvaient s'entendre avec Kamer qui venait de sortir, qu'ils pouvaient se mettre à dos. Et finalement, ils ont fini avec la théorie de Kamer que vous connaissez, le triangle nucléaire. L'encerclement. L'encerclement. Oui. Alors, pour le moment, qu'est-ce qui peut faire que l'opposition se mette ensemble? Je ne le vois pas. C'est quoi les dénominateurs communs? Entre le seul dénominateur commun, Mwando Simba, Kamitatu, Ndundu et les autres. Pour ne pas froisser les pasteurs, c'est une opposition écuménique. Donc, ils sont de toutes sortes. On a eu beaucoup de définitions là-dessus, sur l'écuménisme. Oui, écoutez, même dans cette écuménisme, on a quand même le Christ comme dénominateur commun, puis oui. On se divise. Mais ils n'ont même pas leur Christ là. Ils n'ont rien. Mais ils ont dit, le G7 a dit Christ, c'est Moïse. Ah, voilà. Alors, c'est pour dire que d'ailleurs, la stratégie, je soutiens que c'est une stratégie. Oui. Et je vois des personnes, parce qu'on ne peut pas faire de la politique sans voir des personnes. Oui. On sait très bien les bonnes relations qu'il y a entre le grand frère de Moïse Katumbi, Katebe Katoto avec Tshisekedi, oui. Et le Kyungu, qui est un anti-Tshisekedi primaire. Alors, lorsqu'il voit, il se dit non, Katumbi et Tshisekedi peuvent facilement se mettre ensemble. Oui. Alors, la meilleure façon de les diviser, c'est déjà de déclarer que Katumbi, là, qui viendra vous voir, il est lui-même candidat. Il n'y a rien de repousser quelqu'un. Donc, vous allez vérifier Kyungu dans l'affaire. C'est tout. Les stratégies, on voit. On voit. Moi, quand je sais voir que dans cette organisation, Jean-Marie Kassamba est là-dedans. Je peux voir que je connais les personnes. Et là, je vois Kyungu. Comment ça, s'il y a même Renault, je peux même imaginer les dialogues. Qu'est-ce qu'il y a eu là-dedans? Je peux m'imaginer les dialogues. Alors, la seule façon d'empêcher qu'il y ait accord entre Tshisekedi et... malgré toutes les rencontres, hein, parce qu'il y a cette semaine, et Katumbi a pensé à quoi? Et ça n'aboutira jamais. Puisqu'on sait que Katumbi, vous êtes notre candidat. Oui. Maintenant, quand il va rentrer, qu'est-ce qu'il va dire à Kyungu et les autres? Il leur dira quoi? Que Tshisekedi a dit quoi? Et puisque vous avez échoué, Tshisekedi a refusé, laissez-le à l'écart. Ils vont rester à l'écart. Et on ne voyait pas Kamerhe accepter que Tshisekedi soit le candidat unique. Mais pourquoi? Mais on connaît les hommes, ils ne peuvent pas s'entendre. Vous n'allez pas mettre l'eau et le feu ensemble. Il y a un qui disparaît. John qui fait quasiment une demi-heure en train de parler de la division au sein de l'opposition congolaise. Mais dans l'attente, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? C'est le silence total. Qui vous dit qu'au moment venu, cette majorité pourra nous présenter un seul candidat? Je ne crois pas. C'est Joseph Kabila qui fait les traits d'union de tous ces gens. Comme il n'est pas candidat, voyons voir. Je ne vais pas aller parler d'eau de la cuillère. Prenons un exemple concret. Matata Ponyo, désigné dauphin de Joseph Kabila. Non, ce n'est qu'un exemple. Désigné peut-être par Joseph Kabila comme son dauphin. Pensez-vous que c'est Minakou, Évariste Bouchab qui va se rallier aussi facilement derrière Matata? Nawej, tout ce monde-là, je ne crois pas. Donc le problème, c'est que c'est
c'est une unité des façades de l'autre côté. Attendons le moment venu. Joseph Kabila peut surprendre aujourd'hui. Hein. Il se prononce clairement, je ne suis pas candidat, allons aux élections. Vous verrez peut-être que la majorité serait moins unie que l'opposition. Prenons 10 minutes pour parler un peu de ces papiers de Panama. John Oumbo, vous maîtrisez la politique internationale, notamment sur ces aspects financiers. On nous sort les paradis fiscaux comme étant ces coins où tous les grands vont planquer de l'argent. Mais on ne parle jamais des multinationales, des transactions des multinationales. Parce que la plupart de ces cabinets d'affaires qui créent ces sociétés écrans travaillent beaucoup avec l'Afrique. Que ce soit dans les mines, que ce soit dans les hydrocarbures, que ce soit dans beaucoup de domaines, dans les transports. On n'a pas vu ni... Enfin, j'allais citer des noms, mais je ne vais pas le citer. Beaucoup de ces multinationales qui tapissent un peu sur les continents. Rien du tout. Mais on a cité quelques individus et, comme par hasard, tournant autour des chefs d'État. Le Premier ministre français est actuellement, depuis hier, en Algérie pour demander pardon, semble-t-il, au président Bouteflika parce que son homme fort a été cité dans les papiers des Panama. Oui, mais entre autres. Il n'a pas accordé des visas aux journalistes Canal Plus Du Monde. Et Le Monde. Oui. Bon, il a trouvé ça. Mais, Voilà. mais ce n'est pas l'objet de sa visite. Entre autres, pour atténuer un peu. John. Merci Jean-Marie. Je crois que je vais aborder cette question. Mais il y a un élément important par rapport à la politique intérieure du Congo que je voudrais souligner. On a parlé des partis politiques, mais il y a un aspect technique. Hormis tout ce que les regroupements des partis politiques et même des candidats indépendants peuvent faire, il y a une question fondamentale. Désigner les candidats est une bonne chose. Ça fait, comme je dis, ça fait partie de la stratégie politique de chaque parti ou regroupement politique. Mais il y a une question fondamentale. Ces candidatures doivent être validées par des organes compétents. Oui. Ça veut dire que ça doit être déclaré dans la structure qui a reçu mission justement de recevoir les candidatures. Oui, il faut qu'il y ait des élections. Mais il faudrait maintenant, il y a un problème fondamental du processus électoral. Les gens font semblant comme si tout va bien. Il y a un problème. Le fichier qui est là, nous ne cessons de le rappeler. Le corps électoral dont on parle. C'est un fichier qui ne garantit en rien la crédibilité d'une élection, avec tout ce qu'il y a comme problème. Mais quand on a goûté Katoumi sur RFI, il y a des problèmes. Non, ça va aller, on a le temps. Non. Écoutez, vous savez, il y a un problème. J'ai vu en 2011, j'ai eu l'avantage de travailler à la CENI. Deux fois, quand je suivais les débats politiques, les gens parlent des élections. Oui. Mais quand vous êtes dans cette institution-là, quand vous êtes dans cet organe technique qu'est la CENI, les élections, c'est une autre réalité. Ce n'est pas le fait d'aller aux urnes. Les élections, c'est autre chose que ce que nous pensons. Ils savent tout ça. Non, il y a des questions. Ils font semblant, ils savent. Oui. Ils savent, ils font semblant. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas compliquer la CENI. Je pense que le président de la CENI, Corneille Nangaa, a présenté la réalité technique aujourd'hui. Le processus est en difficulté. Nous sommes au mois d'avril 2011, quand nous sommes arrivés avec le bureau Ngoïmunda, c'était au mois d'avril. Oui. Heureusement, le processus d'enrôlement, d'inscription dans les listes électorales avait déjà été réalisé. Il ne restait que quelques provinces. Et on a eu quand même à organiser les élections en ayant 7 mois. Mais aujourd'hui, le processus est en difficulté. Il y a ces défis logistiques, il y a ces défis... Mais on va en parler dans la deuxième partie avec l'arrivée de Kodjo pour le dialogue. Oui, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il faut que les forces politiques et sociales puissent permettre à la CENI, en levant des options politiques qui puissent constituer un soubassement, si on dit, OK, on va avec ce fichier, il faudrait... Assumer. Pas seulement assumer, mais permettre à la CENI, justement, dire à la CENI ce qu'il faut que la CENI fasse pour que cette élection ne soit pas source de conflits. Comme on le voit au Congo. Parce que les gens au Congo, ils sont mal habitués. Oui. Au lieu de préparer les élections, les gens préparent généralement la contestation. Oui. On en a vécu en 2006, on en a vécu également en 2011. Donc c'est important qu'on aborde ce problème technique pour permettre à la CENI. Sinon, les candidatures vont... Ça sera un débat de couloir. Toutes ces candidatures. On parle de pré-Panama, Papers. Oui. Mais je crois que ce discours-là, il est bien beau. Mais pourquoi tant de la veille?
Vous avez eu 5 ans, enfin, ils ont eu 5 ans pour préparer Mais l'élection. le vin est déjà tiré, Paul Diakessé, vous revenez pour sur les mais préparations. Aux Belges aussi, on dit pourquoi vous nous avez donné l'indépendance en 60. Pas la boîte. Mais la résolution a rappelé aussi, la fameuse résolution 2277, a rappelé, a encouragé la CENI, invite la CENI justement à accélérer ce processus d'inscription dans les listes électorales. Ça, c'est un problème très important. Ça veut dire que cette question-là n'est pas seulement une question interne à la RDC, mais c'est une question qui est également prise en compte au niveau du contexte international de notre pays. Donc c'est important. C'est vraiment important et qu'on comprenne que nous voulons aller aux élections. Il y a une question fondamentale qu'il faut résoudre. Si on dit, OK, pourquoi le faire à la veille? Ça veut dire que nous devons y aller. Et pour y aller, il y aura le chaos. Alors, cette bonne nouvelle, cette belle parole aurait dû être tenue à l'entrée de la mandature actuelle. Mais là, comme nous sommes à la fin, ils doivent assumer. Il ne faut pas... En quoi faisant? Non, mais il ne faut pas faire peur aux gens, peur au peuple. Moi, c'est que je ne souhaite pas qu'on fasse peur aux gens. Alors, mais vous avez eu 5 ans pour le préparer. Mais Paul Corneille Nangaa dont tu parles, il a travaillé comme technicien au sein de la CENI. Donc, il connaît pratiquement tous les problèmes que John soulève. Je vous repose la voilà question. Pourquoi il est considéré comme marionnette, comme quelqu'un aux ordres. On n'a plus confiance en lui. Bon, fais-moi la parenthèse rapidement. Revenons maintenant au Panama Papers. C'est la question que vous avez posée en moi. Moi, est-ce que je peux... Oui, allez-y. Tout à fait. Oui. Mais j'espère que vous avez reçu l'autorisation du ministre de la Communication. Il semble qu'il avait dit que le média qui osera parler de ces dossiers aura des problèmes. J'espère que vous avez reçu l'autorisation. Je parle du concept au niveau mondial. Et que sous votre protection... Faisons une analyse transversale. On ne parle pas tout à fait, du Congo spécifiquement, parce que j'ai la thématique pour chez nous, c'est une blague de plus. Jean-Marie, ça n'exclut pas mon observation. Oui, ça dit que, convaincu que vous avez reçu l'autorisation du ministre de la Communication, nous avons la liberté d'en parler. C'est là une tare d'avoir dans une république le ministre de la Communication, parce qu'il devient comme le patron des médias. Il a la tentation, c'est avec raison, il peut avoir la tentation de dicter aux médias ce qu'ils doivent dire. Donc nous rentrons rapidement aux années 80. Mais ça ne sera pas possible, parce que tout en fermant nos médias qu'on n'en parle pas, RFI en parle 24 heures sur 24. Donc, surtout que nos médias ne sont même... C'est une façon de nous distraire aussi, surtout que nos médias, sur laquelle même si Diane n'écrit pas ça à la Colombe, même si John ne fait pas ça dans son JT, même si Titeng n'en parle pas, les gens sont bien informés par les médias. Donc c'est peine perdue. Donc parlons-en quand même, mais sans pour autant dire que tel et tel est coupable, parce que la présomption d'innocence, le fait de citer un nom ne signifie pas que la personne est coupable. Je pense que le Premier ministre islandais qui vient de démissionner, parce qu'il s'est senti coupable dans ça. Et le Premier ministre britannique est discuté parce qu'il y a une marche de ce matin, on demande sa démission, c'est parce qu'il est coupable, il s'est justifié même. Ma question était de savoir, Paul Diakessé, vous allez continuer. Ma question était de savoir, ces systèmes financiers internationaux, ils les savent tous. Ces îles sont britanniques, ce sont des pays qu'eux-mêmes ils connaissent, leurs entreprises font des transactions là-bas. Pourquoi on ne parle pas, par exemple, de la dette honteuse entre le pays du Nord et le pays du Sud? Pourquoi on ne parle pas de ces prédations de matières premières sur les continents? Par exemple, le pétrole. On n'en parle pas, ça devient comme si on découvre qu'à Monaco, par exemple, ou en Suisse, il y a des comptes je pense que numérotés. Ce discours relativement revanchard il n'est pas revanchard, il est impérialiste, non? Qui emprunte un peu les élans anti-impérialistes, ne peut pas être justifié dans la mesure où ce n'est ni le gouvernement, aucun gouvernement n'est à la base de la diffusion. Ce sont les journalistes qui ont diffusé cette information. Ce ne sont pas les gouvernements. Ce sont comme nous, comme vous et nous. Nous avons étudié le même cours avec eux. Ils ont fait des investigations pendant plus d'une année et ils ont sorti ça. Donc il ne faut pas s'en prendre aux Américains, à la CIA, comme voulait le faire Poutine. Bon, mais c'est vrai que les journalistes peuvent aussi être manipulés. Ce n'est pas exclu. Mais officiellement,
Ce sont les journalistes qui ont sorti ces Mais est-ce informations. que Paul Diaké c'est naïf Mais ou comme bien... ces informations sont sorties, Oui. Jean-Marie, je crois que c'est un message important. Je crois que vous vous rendez compte que de plus en plus, les groupes de mafiosi, des escrocs, des gens corrompus sont en train d'être démantelés. Les difficultés qu'a le président Zoum en Afrique du Sud sont des difficultés dues à la corruption, ou des difficultés que le fils de Ouad qui est en prison, c'est parce qu'il a utilisé l'argent du trésor public. Donc c'est que de plus en plus... Mais les difficultés qu'a aussi le fils de Laurent Fabius aussi, c'est les difficultés dues à la corruption. Donc Kofi Annan. Kofi Annan, tout à fait. Oui, oui. Mais si nous citons aisément le fils de Kofi Annan, alors pourquoi on doit avoir de la fièvre si nous devons citer John Chitende ou Diana? Pourquoi? Parce qu'en citant Diana dans cette liste, ou moi, journaliste congolais, c'est pas que je dis que Diana est coupable. Hein. Alors pourquoi menacer le mécanisme, réfléchissons au mécanisme. Parce que vous savez, oui. lorsque vous faites, vous anticipez ou vous faites, comment on appelle ça en termes journalistiques, un saut en avant, là, vous informez ceux qui n'étaient pas informés. Parce qu'aujourd'hui, à partir du point de presse tenu par notre ministre de la Communication à propos des Panama, même ma mère au village, qui est au Congo central, veut savoir, mais en fait, pourquoi le ministre a dit ceci? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Mais pourquoi on n'en parle pas? Voyez-vous? Donc, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas chercher à protéger qui que ce soit, parce que si effectivement cette personne n'est pas coupable, il n'y a pas lieu à étaler son nom à la longueur de la journée. Mais je crois que nous avons intérêt, nous en tant que journalistes congolais, de voir ce qu'eux ils font. Surtout que chez nous, les Eurobambi, nous pouvons apporter de la matière à nos Eurobambi, parce que la corruption dans notre pays, c'est une seconde nature. Merci Jean-Marie. Paul n'a toujours pas répondu à ma question. Il y a un problème. Il a refusé d'en parler, oui. La parole reviendra. Il a voulu parler de la politique intérieure. On avait bien compris qu'il avait sauté l'affaire, oui. Non. On saute votre tour, on saute votre tour. Moi, je n'ai pas refusé. Vous reviendrez. Vous reviendrez. On reviendra. Le temps de parole doit être quand même équitable. Bon, vous avez utilisé votre temps pour parler politique intérieure. Non, mais c'est pas juste. On reviendra sur juste. Oui. Je voulais dire ceci, que ces investigations ne sont pas tombées du ciel comme le Coran, comme d'aucuns voudraient le faire croire. C'est une association de journalistes. Ils sont 108, un consortium, une espèce de toile d'araignée. Toile d'araignée, oui, de Sekana. Justement ça. Les gens doivent d'abord savoir que cela, ce n'est pas tombé du ciel. Oui. Ça, nous sommes certainement dans la mondialisation. Oui, mais il y a des réalités différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, John Omombo a son argent, il le met dans une banque ici, il a besoin de fuir la fraude? Parce que chez nous, on ne taxe même pas les grosses fortunes. Moi, je me suis informé, je me dis, est-ce que chez nous, quelqu'un a besoin d'aller cacher son argent à l'île verte alors qu'il peut le garder ici tranquillement? Autant qu'il veut. Mais en Europe, c'est différent. Je prends l'exemple d'un homme comme d'un joueur Messi, qui gagne 24 millions d'euros. Et il doit payer au fisc 14 millions. Alors il s'est dit, mais presque plus de la moitié, je vais donner. Il le cache pour qu'il ne puisse pas payer. Chez nous, ici, même lorsqu'on paye la prime aux joueurs, qui paye le fisc? Même la maman qui vend les cacahuètes. Mais tout justement, les gens doivent savoir que c'est la fraude. Les gens vont au paradis fiscal parce qu'ils fouillent la taxation chez eux. Est-ce qu'en Afrique, c'est la même chose? Non, justement. Qu'est-ce qui arrive parfois en essayant d'analyser? Quelqu'un a $1 million. Il s'est dit, je voudrais investir dans une affaire. Il se met avec un Européen. Et l'Européen, lui, puisque l'affaire peut-être se passe chez lui, s'est dit non, il fait la taxation, il va mettre son argent dans une île. Et vous qui êtes associé avec lui, vous vous retrouvez dans l'île verte, alors que vous n'y êtes pas allé. Vous avez vu une société normale. Et l'homme et c'est ça l'escroquerie des Occidentaux. Oui. Ils viennent ici, vous vous associez, alors qu'eux, ils créent des sociétés écrans. Mais on a vécu avec le Parc Afrique à la 16e rue. C'était exactement ça. Le Parc Afrique est par terre aujourd'hui parce que l'Italien qui était là-bas crée une société écran qui devrait acheter toute la production de Parc Afrique ici, alors que c'était lui-même qui se donne une autre société. Et les actionnaires de Parc Afrique ici peuvent se retrouver là-bas dans le même. Je prends SG, Société Générale en France.
Mais moi, je vais y mettre mon argent. Et si je prends cet argent, il va mettre à l'île verte pour cacher, pour ne pas payer le fisc. Qu'est-ce que moi j'ai à voir? Lorsqu'on va vérifier les comptes, je trouve que moi, mon argent est là-dedans. Moi, je pense qu'on doit cesser à dramatiser. Parce que chez nous, on va croire que mais on a volé quel argent? Non. C'est ça, lorsqu'on parle, nous devons expliquer à la population qu'est-ce que c'est un paradis fiscal. C'est là où les gens qui fuient la taxation chez eux vont. Chez nous, vous pouvez avoir 20 millions sous le matelas, vous les avez dans les banques, personne ne vous taxe. Vous n'avez pas raison. À l'époque, et en Afrique, généralement, aujourd'hui, il n'y a plus même les présidents qui vont garder leur argent dans ces... Parce que on avait parlé de millions de Mobutu qui finalement on a trouvé que 5 millions que le gouvernement a même laissé à sa famille, à peine. Alors on avait parlé de milliards et ainsi de suite. Mais c'est poursuivable quand même, il faut ajouter ça. Mais c'est pourquoi j'ai dit, cette histoire-là, il n'y a plus un dirigeant africain qui va mettre l'argent là-bas chez lui. Et surtout que nous ne sommes plus dans cette période d'incertitude politique. Nous ne sommes plus dans la... On peut dire que nous ne sommes plus dans l'incertitude politique, des coups d'État, des pouvoirs, sauf que lorsque les gens créent. Quelqu'un qui crée, n'est-ce pas quoi, qui se rapporte dans l'époque de Mobutu, il y a un dictateur, le dictateur a peur, alors que nous avons tous mis en place un nouvel ordre politique qui sécurise tout le monde. Et tout le monde construit. Tout le monde, et c'est bien, et tout ça. C'est ça le nouvel ordre que nous avons mis. Pour quelle raison, moi, Joachim Diana, j'ai mon argent, je vais craindre que demain, lorsque Paul Diaké sera au pouvoir, il viendra me confisquer mes biens. Nous sommes encore dans un état de droit que nous avons créé tous ensemble. Non. Mais tout à fait, Jean-Marie. Donc on ne va pas continuer à créer. Je vais répondre au confrère Diane. Les paradis fiscaux servent aussi à quoi? Servent à occulter l'enrichissement illicite. Comment expliquer que, compte tenu de vos fonctions, vous occupez telle fonction, vous faites telle activité, en un laps de temps, vous avez des millions. Donc, vous craignez que vous soyez scandaleusement riche. Alors, pour ne pas choquer, vous... C'est faux. Allez-y. Pour ne pas choquer, vous estimez non, ça va faire scandale. J'ai fait cacher, voilà les termes, cacher ma fortune dans un paradis fiscal. Mais les nouveaux riches de chez nous qui sortent tous les jours, ça choque même pas les gens. Hein. Mais c'est ça, mais il faut être libre. Qui condamne l'enrichissement illicite? Mais c'est là le problème, Jean-Marie. Vous reprochez de quoi? Vous reprochez de quoi? Parce que nous tournons autour du pot. Le problème, c'est quoi? Une autorité haut placée de ces pays a été citée. Alors, il y en a qui commencent à prendre sa défense, je comprends. Mais je crois que le ministre Luzolo a du pain sur la planche. Il doit enquêter. Alors, profitons, il nous reste 2 minutes. Je voulais dire une chose par rapport à ce que M. Diaké a dit. Le ministre de la Communication n'a menacé personne. J'étais au point de presse. Il a tout simplement dit, en rappelant aux journalistes leur responsabilité, exactement ce que vous avez fait par rapport aux résultats de Brazzaville. Prenez votre responsabilité. Quand vous citez le nom de quelqu'un et que vous ne pouvez pas prouver que c'était vrai, il peut vous intenter procès. Il n'a menacé personne. Il a mis chacun devant ses responsabilités. Moi, je n'ai pas été au point de presse. C'est dans 2 médias. Heureusement que John a acquiescé. Je ne suis pas le seul. Alors, John Omombo, terminons le sujet parce qu'on a un gros sujet sur Kodjo. Il a abordé un épouvantail. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Enfin, je peux quand même parler de la politique internationale. C'est le domaine dans lequel j'ai été formé et je crois que je n'ai pas reçu vocation. Pourquoi on se cache-t-on des petits doigts à parler des paradis fiscaux? Non, je ne peux pas parce qu'on a dit que j'aurais fouillé la question. Non, je ne peux pas faire honte à tous ces savants qui ont dépensé de leur énergie pour me former. Je voudrais tout simplement rappeler ici, pour essayer d'un peu de dépassionner le débat. Les journalistes, les médias font partie des relais diplomatiques en politique internationale. Ils sont les vecteurs de la communication. On les appelle des honorables correspondants. D'ailleurs, ils jouent un rôle important dans ce qu'on appelle la place de l'image dans les relations entre les États. Mais je dis quand même quelque chose. Lorsque un homme d'État démissionne parce qu'il a été cité dans une affaire, ce n'est pas qu'il se sent coupable. Je trouve un peu qu'il y a une sorte de contradiction dans ce que l'on dit. Quand on dit que quelqu'un, il y a une présomption d'innocence,
ça veut dire que sa culpabilité n'est pas encore établie. Et celui qui démissionne, c'est un acte d'élégance. Pour se mettre à la disposition de la Se justice. mettre à la disposition de la justice et prouver son innocence. Parce que j'ai entendu qu'il y a des hommes d'État au niveau de, de l'Occident, tout ça, qui ont démissionné et donc qui se sentent coupables. Non, ce n'est pas qu'ils se sentent coupables. Je vais terminer. Les faits sont graves, vous avez démissionné. Je vais terminer. Oui, les faits. Moi, je connais en Europe, en Belgique, quelqu'un qui a démissionné comme ça, parce que... Non, pas en Belgique, en Espagne. Il a démissionné parce qu'il avait un problème avec un policier de circulation routière. Tout simplement parce qu'il a dit, est-ce que tu me connais? Et puis on l'a poursuivi, il a démissionné. Il voulait d'abord se mettre à la disposition de la justice. C'est un acte d'élégance, ça se fait. Mais en politique internationale, lorsque vous lisez Pierre Payan, c'est notre confrère journaliste, il y a un ouvrage qu'il a publié, Les guerres secrètes des puissances occidentales en Afrique. Il a précisé, et par exemple en Afrique centrale, il va vous dire tout ce qu'il y a comme problème. Tout ça, ça ne peut pas faire l'objet de, excusez-moi, l'objet de toutes ces enquêtes parce que ça concerne certains États dits puissants au monde. Les dessous. Et vous avez parlé des multinationales. Regardez le documentaire Les minéraux du sang. On n'en parle pas. Tous ces téléphones que nous avons, toutes ces marques ont eu même à un certain moment des petites pressions pour ce qu'il y a eu comme problème. Ça, on n'en parle pas. Je pense qu'il faut considérer la déclaration de Poutine. Poutine a dit que ça, c'est ce que fait, c'est pas moi, la CIA et tout ça. Il faut considérer, Poutine n'est pas n'importe qui. Poutine, avant d'être président, lorsque vous voyez son parcours, il a été, c'est un spécialiste en matière de renseignement. Il sait ce qu'il dit. Et ça fait partie des moyens de pression pour dissuader, pour affaiblir les États adversaires, les États où on trouve que notre intérêt n'est pas du tout garanti. Je le dis et je mets quiconque au défi, ça fait partie de la politique internationale. Et donc, nous devons prendre avec beaucoup de pincettes ce qui a été fait, parce que quand on nous dit ce consortium des journalistes qui ont fait l'investigation, j'ai aussi été formé en investigation comme journaliste d'investigation par les Britanniques, moi, John Omambo. Je comprends ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'à un certain moment, ils ont travaillé avec des services. Ce n'est pas du coup comme ça qu'ils se sont mis à commencer à chercher des informations. Encore faudra-t-il... ont collaboré, les services oui, ont ça fait partie. Ça fait partie. Il y a même des documentaires qu'ils ont faits. C'était bien préparé et c'est des coups bien montés. Alors prenons 5 minutes, voilà. s'il vous plaît. Si vous avez été cité, John Omambo, justifiez-vous. Mais vous n'avez pas été cité. Pourquoi vous le faites? Non, j'explique. Je suis technicien de politique internationale. Oui, non. Vous en parlez un peu trop. Non, je n'en parle pas trop. Vous risquez de dénouer l'essence de votre spécialité. Non, mais pourquoi ça doit vous gêner? Je sais que vous êtes théologien, mais pourquoi ça doit vous gêner? Tu ne connais que ce que tout le monde connaît les internationales. Non. Vous n'apportez rien de plus. Je sais que vous êtes théologien, donc que cela ne vous choque pas. C'est le diplôme que j'ai. Je suis aussi journaliste. Oui. Même au niveau de je suis éligible à l'assistanat. Attendez. Oui, Paul Diakessé. Terminez votre phrase. Ça, c'est maintenant touché à ma personnalité. Voilà, on doit élever le débat. Ça, c'est la particularité de Paul Diakessé. Lui, il aime toujours attaquer les individus au lieu de confronter les idées. Je suis désolé, c'est l'aîné, mais je ne permettrai pas ça. Non. John, mais si je rappelle... J'ai payé mes études et je remercie Télé 50 parce que régulièrement, d'ailleurs, je suis consulté pour des questions de politique internationale. J'ai été ici vendredi pour parler de ce qui se passe à Brazzaville. Je veux même un débat sur la politique internationale. C'est toute ma vie. C'est ma formation. Donc, je suis désolé. Non, Paul Diakessé, je ne tolère pas ça. Plus jamais, vous ne pouvez plus m'attaquer individuellement. Les idées, oui, mais pas ma formation. Ça, non. Chacun sa formation. Oui. Vous êtes théologien, je sais. Je pense que c'est trop simpliste que de dire, je suis journaliste, trop simpliste que de dire que c'est la CIA. C'est trop simpliste. Parce que quand vous voyez Poutine, les personnes les plus citées ne sont pas des Africains. C'est plus, il y a des Américains, des Européens. Moins quand même, hein? Il y a moins, c'est juste pour camoufler. Pourquoi vous voulez que ça soit ça? Vous voulez prendre l'exemple de Poutine, qui est dans des grandes mafias du monde. Est-ce que vous prenez la Russie comme étant la transparence de la gestion? Ce n'est pas un modèle, la gestion de la Russie. L'Europe non plus, hein? Est-ce que vous savez l'Europe, non. Vous savez ce qui se passe? Cahuzac a fait beaucoup de choses. Cameroun n'est pas n'importe qui. N'est pas n'importe qui quand même. C'est quand même quelqu'un qui est trempé dans
dans le mécanisme de Vous savez, le problème, international. c'est que Son les père gens et tout, cherchent oui. du sensationnel. Comme on cite certaines personnalités africaines qui sont proches des chefs d'État, on comprend, on fait du sensationnel, on veut en faire un problème. Nous John, devons je comprendre pensais que c'est moi clairement que je c'est pensais- une manière je pensais pour les que- grandes puissances de contrôler le monde. Ils contrôlent le monde, ils affaiblissent les gens. C'est Je pensais que normal. c'est moi qui avais... c'est moi qui avais- Allez-y, Vous m'aviez aussi ravi la parole ici à un moment. Attendez, finissez votre Quand phrase, vous le Paul. faites, c'est bon. Bon, Finissez votre phrase. J'ai l'impression que dans certaines tribunes, Finissez votre phrase. les politesses tombent, mais c'est malheureux. Finissez votre phrase. Non, je suis très Jean-Marc, poli. donc je Non, disais que... ça, non. Ça, non. Attendez, Si Diane avait accepté qu'on l'insulte, moi, je n'accepterai pas d'insulte. Je suis un enfant, un garçon Attendez, bien éduqué. Non, ça, c'est la stratégie de Paul Diakessé. Attendez. Quelle politesse. Je disais que prendre parti pour Poutine, Oui. c'est un peu faire l'apologie de sa façon de gérer la Russie. Pourquoi? Mais il les Qui gère n'est pas bien. la Russie n'est pas une démocratie. La Russie, la gestion Pour certains, économique n'est pas saine. certains. Rappelez-vous des scandales C'est trop fort, ça. des Jeux Olympiques. Rappelez-vous des scandales de dopage. Mais de quel point de Aujourd'hui, vue? les athlètes russes sont suspendus, ne participeront pas aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro à cause de toute cet autisme et cette histoire de l'information qui ne circule pas. Donc si aujourd'hui Mais qu'est-ce qui s'est passé à la FIFA? si on citait un proche de Poutine Oui. et que Poutine prenait sa défense, ce n'est que normal. Et c'est trop simpliste comme argument. Ne vous en faites pas. Si tant est que ces révélations ne sont pas vraies, ne sont pas objectives, bon, mais on le saura les jours qui viennent. Mais n'oubliez pas que l'État Bombeki applaudisse parce qu'en fait, l'État Bombeki lutte pour que le circuit de la corruption et ceux qui fouillent leur fisc, leur AP, les impôts, puissent être éradiqués au niveau de la... Parce que l'Afrique perd 50 milliards chaque année qui vont dans des paradis fiscaux. Et on n'a pas dit que les multinationales aussi bradent, Ça, pour c'est ne notre- pas dire, ça, c'est notre viennent paire de ici, man- pompent et payent pas Ça, les c'est impôts notre paire de manches. suffisamment. Merci beaucoup. J'aurais voulu qu'on parle d'Edem Kodio, qui est déjà à Kinshasa d'ailleurs, pour commencer enfin le dialogue, parce qu'on attendait son rapport qu'il devait faire au chef de l'État et en même temps permettre à la classe politique, parce que j'ai vu quasiment tout le monde retourner à Kinshasa pour... le bureau sont déjà prêtés. On peut pas en parler parce que là, on a la fin de l'émission. Parce que le journal est déjà quasiment prêt avec... Quelqu'un dit il est venu pour échouer. comment? Quelqu'un dit il est venu pour échouer. Parce que le Ah, dialogue, mais là, ça, c'est... le dialogue n'aura pas, Ça, c'est pessimiste. n'aura pas lieu comme Ça, c'est lui pessimiste. pense que ça puisse avoir. Ça, c'est pessimiste. Il n'est que facilitateur. Voilà. Dans quelques instants, justement, je vous l'ai dit, c'est le journal de Fatin Kéry qui est de retour de ses voyages, qui va justement vous donner les informations. Nous sommes en rediffusion jusqu'à lundi. Portez-vous bien. Vos questions, on les attend. Hein, on les attend. Nonobstant les échanges entre les participants, c'est comme ça, la presse ici à RDC. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Gardez présent à l'esprit que chaque jour est une vie. À la semaine prochaine.